L'éducation financière, levier d'émancipation individuelle et défi démocratique. C'est une question importante qui se pose alors que l'on considère souvent que les Français n'ont pas une culture économique et financière suffisante. De manière générale, je ne parle pas de vous, hein, parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez certainement une culture économique importante, une culture financière importante, mais d'une manière générale, c'est une vraie question. On peut se demander pourquoi. Je crois qu'une des questions qui se pose, c'est certainement dans ce vieux pays de culture judéo-chrétienne, le rapport à l'argent qui est compliqué. Il suffit de suivre les débats actuellement sur qu'est-ce qu'un riche et comment imposer un riche au-delà de la taxe Zuckman. Je veux dire, c'est une vraie question. Le rapport à l'argent dans ce pays est quand même quelque chose d'assez problématique, n'est pas enseigné à l'école et qu'elle finalement reste assez problématique pour une grande partie de la population. Je crois que ce sujet est important aussi parce qu'il y a deux enjeux. Il y a un enjeu personnel sur la gestion de ses propres finances, puisqu'on sait très bien qu'il y a une grande inégalité par rapport à ça, entre des familles où on va former très tôt les jeunes à la gestion patrimoniale, à la gestion financière, et d'autres familles où ça ne se fera pas. Ça, c'est un enjeu personnel, et je crois que tous les intervenants nous diront comment essayer de pallier cette inégalité. Et puis, il y a un autre enjeu, qui est un enjeu démocratique, qui est un enjeu relatif à l'éducation économique et financière. À chaque échéance électorale, il y a énormément de débats économiques et il semble que la population globalement ne soit pas toujours très, très à l'aise avec ces questions. Philippe Aghion, qui ne doit pas être très loin d'ailleurs, signalait récemment dans les médias qu'au Parlement, finalement, nombre de députés avaient un rapport un peu tendu à l'économie et que leur culture économique était quand même assez défaillante. Donc il y a un enjeu donc, personnel et un enjeu démocratique. On va revenir sur ces questions. Pour traiter ces questions, nous aurons le plaisir d'avoir 4 intervenants. Isabelle Blocher-Lebroux, vous êtes chargée de mission à l'Union départementale des CCAS, c'est les caisses... comment ? Voilà, les centres communaux d'action sociale. C'est, je crois, dans les mairies, finalement, les structures où les gens se rendent lorsqu'ils sont dans une situation particulièrement difficile. Donc là, vous avez des moyens palliatifs pour intervenir. Corinne Calandini, vous êtes directrice générale d'AXA, vie individuelle. C'est ça ? Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, ça va, ça va. Jusqu'à tout va très bien. Marguerite Collignan, vous êtes directrice de l'éducation financière à la Banque de France, qui est une action forte. Les professeurs connaissent en général EducFi, qui est un site tout à fait passionnant sur lequel on reviendra. Et Clément Robert, vous êtes de la Direction générale du Trésor. Voilà, merci à vous tous d'être ici. Vous avez tous une possibilité de poser des questions au numéro qui s'affiche. Il y a une tablette qui est ici, donc tout au long de la conférence, vous pouvez poser des questions par SMS et ce numéro qui s'affiche, non surtaxé. Et on va pouvoir aborder donc ce sujet autour de 4 thèmes, 4 grands moments. Un constat. Est-ce qu'un peu rigoureusement, on peut savoir où on en est en éducation financière en France? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est nouveau? Et on sait par exemple que les réseaux sociaux ont un rôle particulièrement important actuellement en termes d'éducation financière, d'autant plus que les réseaux bancaires traditionnels ne font plus vraiment cette action, car les agences bancaires, vous le savez, disparaissent progressivement de nos villes et de nos campagnes. Quels sont les enjeux fondamentaux autour de cette éducation financière? Et puis, quelles sont les actions mises en place par les grands acteurs, que ce soit les acteurs publics et les grands acteurs privés, qui ont d'ailleurs des actions complémentaires? Donc, le premier point que nous allons aborder, c'est un point sur le constat de l'éducation financière et de la culture financière des Français. Et je vais céder la parole pour commencer à Marguerite Collignan. Merci Hervé, bonjour à tous. Effectivement, je suis la directrice de l'éducation financière, mais un camarade de scène, mon dernier arrivant, mais c'est ta table ronde. Donc je suis ravie que vous me laissiez tout de suite poser le constat. Alors effectivement, on va naviguer, je crois, pendant 1h30 autour de 2 sujets différents quand même s'ils sont proches, qui sont d'un côté la culture économique et de l'autre côté la culture financière.
On va essayer de dire un peu à chaque fois de quoi on parle, parce que ce n'est pas non plus exactement la même chose, même si les deux sont vraiment des enjeux pour chacun des citoyens du monde, comme disait M. Agon également en parlant des députés. En matière d'économie, on n'a pas tant d'études que ça pour dire précisément à quel niveau est la France en matière d'études économiques. On a le grand mantra qui court partout, que les Français sont nuls en économie. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, et c'est une manière de mesurer, c'est que si on ne fait pas de l'éco au lycée, qu'il soit général ou pro, ou dans ses études supérieures, on peut très bien ne jamais en faire de sa vie. Donc rien qu'à partir de là, on voit déjà qu'il y a un constat assez factuel pour dire, contrairement à pas mal d'autres pays étrangers qui ont mettre l'économie comme socle fondamental, qu'il n'y a pas tellement de connaissances économiques en France, y compris au niveau de l'élite politique. Plus précisément maintenant sur l'éducation financière, là pour le coup on a des constats très objectifs et très notés, parce qu'on aime bien noter, hein, après tout on est dans une école. Alors l'éducation financière, c'est vraiment tout ce qui concerne les finances personnelles, tout ce que les gens vont devoir choisir tout au long de leur vie. Le budget, l'épargne, le crédit, les assurances, les moyens de paiement jusqu'à la retraite. Bon, bref, tous les choix qu'ils vont devoir faire de manière éclairée pour eux et pour la société. Et là, une enquête qui nous vient de l'OCDE qui demande à tous les pays membres de la faire tous les 2 ans pour tester la connaissance financière de chacun des pays. Ça nous permet et d'avoir une note et de nous comparer à l'international, puisque tous les pays la font selon la même grille méthodologique. Et là, en matière de connaissance financière, ça nous donne une note, et les Français, à la dernière, ont eu 12,45 sur 20. Donc, est-ce que vous êtes content quand vous avez 12,45 ? Bon, on passe... Est-ce que vous êtes content ? Moyen. Voilà, c'est à peu près ce qu'on pense. C'est moyen, mais il va falloir qu'on progresse. Et pour donner quelque chose d'encore plus précis, l'OCDE, dans ses recommandations, dit qu'il faudrait qu'en moyenne, un pays au moins 14 pour vraiment assurer à l'ensemble de ses, assurer que l'ensemble de ses citoyens ait le minimum de connaissances financières qu'il faut. Donc, vous voyez, on est quand même en dessous de la moyenne. Si je le prends en comparaison internationale, on est pile poil au milieu du nombre de pays qui le font. Donc on est dans la moyenne OCDE, mais on en a autant devant que derrière nous. Voilà, et on est très très loin des premiers, qui sont le Canada, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et ce que de différent, le Canada, l'Allemagne et les Pays-Bas par rapport à la France, c'est qu'il y a de l'éducation financière dans les programmes scolaires. Et ça change absolument tout, mais je pense qu'on y reviendra. Mais déjà pour un premier constat chiffré. Merci beaucoup. 12,5, c'est un peu les notes de la France dans PISA, finalement. On est à peu près en moyenne, ça reflète la même chose. Corinne Candiani, vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci à vous 3 d'avoir accepté de participer à cette table ronde, parce que, comme vous l'avez vu, elle est soutenue par AXA France, et je reviendrai sur l'intérêt qu'on porte à ce sujet, évidemment, dans la table ronde et puis en introduction. Peut-être juste vous dire à titre personnel que je suis très heureuse d'être à Lyon, parce que j'étais sur ces bancs de cette école avant qu'elle s'appelle l'EM Lyon. Et donc, je trouve ça formidable quand on attaque les GECO, donc les journées de l'économie, de parler de la root cause et donc finalement de l'éducation financière que vous avez évoquée, Marguerite. Parce qu'on peut parler de toutes les conférences, on peut parler de tous les thèmes. Si on n'attaque pas le vrai sujet de la connaissance et de l'éducation, je ne pense pas qu'on attaque le sujet de la compréhension, ou alors on fait des conférences entre soi. Et ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à changer le monde, comme le disait Nelson Mandela quand il parlait de l'éducation. Donc je suis ravie vraiment d'être sur ce thème-là aux journées économiques à Lyon et avec vous en présentiel. Peut-être sur le constat, Hervé, et évidemment je partage tout ce qu'a dit Marguerite, qui a des insights beaucoup plus précis que les miens. Moi je regarde souvent la partie, et je vais essayer tout au long de cette table ronde de représenter les clients, les gens dans la vraie vie, ceux qui investissent, ceux qu'on côtoie après l'école, parce qu'évidemment quand on est AXA, on peut parler de ce qui se passe après l'école a priori, parce qu'on souscrit peu de mineurs, c'est compliqué en tout cas de souscrire des mineurs, on pourra y revenir, mais voilà, qu'est-ce qui se passe après? Et donc on a des sondages qui sortent tous les ans. Donc tous les ans, il y a American Express qui sort un sondage, il y a un autre établissement. Et là, je vais vous prendre un sondage qui est sorti sur une plateforme de crowdfunding, donc c'est assez jeune, qui s'appelle Brix, qui est sorti en janvier. Et en fait, le constat, c'est les clients qui le portent, c'est les Français qui le portent. 73% d'entre eux disent ne pas être capables de faire un bon investissement, que ce soit un investissement privé ou un investissement financier.
50% d'entre eux disent « je ne suis pas sûr qu'il serait rentable ». Donc en fait, quand on donne la parole aux Français, eux-mêmes expriment cette vision de leur connaissance en matière d'investissement et en matière d'économie financière. Et donc quand on regarde un peu, nous, au quotidien, eh ben, qu'est-ce qu'on observe? On observe évidemment ce 12-45, qui n'est peut-être pas, on va dire, satisfaisant, mais qui est une réalité avec laquelle on doit composer quand on est un acteur de la finance pour être de plus en plus pédagogue. On observe que la culture financière en France, c'est le reflet de la fragmentation sociale et qu'aujourd'hui, dans la réalité, ça a augmenté les écarts entre les jeunes et les moins jeunes, entre les femmes et les hommes, entre les catégories socio-professionnelles. Certains ont accès à une éducation et d'autres pas du tout. Et au fur et à mesure de leur vie, cet écart va s'augmenter et donc polariser de plus en plus la société. Et puis le dernier point également, c'est qu'on observe évidemment l'émergence des réseaux sociaux avec une perte de confiance dans le système financier, une perte de repères, et donc on se tourne vers des belles promesses, des bons influenceurs, des gens qui auraient, soi-disant, la belle parole. Et donc ça, c'est aussi intéressant dans le constat que je porte aujourd'hui. Merci beaucoup. Isabelle Blocher-Lebroux, les personnes qui font appel au CCAS, oui. J'imagine qu'ils ont une culture financière un peu compliquée. Oui, alors j'en profite aussi pour saluer tout le monde, vous remercier de me faire intervenir aujourd'hui sur cette table ronde, même si c'est vrai que j'ai peut-être un peu moins ma place que certains. Nous, les centres communaux d'action sociale, juste resituer un tout petit peu, c'est une obligation légale pour les communes de plus de 1500 habitants d'avoir un CCAS. Et le maire de la commune est toujours le président du CCAS. Voilà. Pour ce qui est de la métropole, nous avons 58 communes et 58 CCAS. Donc nous, notre rôle, c'est effectivement d'accompagner notamment les publics les plus vulnérables. Sur la question de l'éducation à l'économie et de la vulnérabilité économique, nous avons la chance, l'Union départementale des CCAS, d'avoir été sollicité pour faire partie du Conseil départemental de l'inclusion financière qui est chapeauté par la Banque de France. Et dans ce cadre-là, nous organisons des rencontres, des formations à destination de nos professionnels, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Corinne, mais il nous semble important, pour mieux accompagner les ménages qui sont en situation de difficultés financières, de former nos professionnels, car eux aussi, dans leur formation professionnelle, n'ont pas accès à ces temps de sensibilisation autour de l'économie. Donc, grâce à ce partenariat, nous bénéficions des formations proposées par la Banque de France. Nous avons aussi organisé des formations à destination des élus. Vous parliez tout à l'heure des députés. Nous remarquons aussi que nos élus locaux ont un manque de formation et d'information sur ces sujets. Grâce à la Banque de France, on a pu organiser notamment une conférence sur l'épargne des ménages. Et sensibiliser les élus, c'est sensibiliser les habitants, les citoyens au quotidien. Les gens qui viennent frapper à notre porte, souvent, c'est pour demander une aide facultative, car nous pouvons, dans certains cas, venir en aide. Peut-être trouver des solutions sur le droit commun, puisque nous avons des aides qui existent, notamment sur le logement. Pour autant, c'est compliqué d'intervenir si la personne ne souhaite pas se mobiliser sur les questions d'éducation financière. Voilà. Merci beaucoup. Clément Robert, vous avez un micro? Vous pouvez nous dire quelque chose par rapport... Oui, merci Hervé. Bonjour à tous, tout d'abord, et merci à l'EM et à AXA d'avoir organisé cette conférence sur l'éducation financière. Ma présence vous semblera peut-être incongrue ou vous avez peut-être tout simplement un peu de mal à cerner la pertinence en fait, d'une présence de la Direction générale du Trésor sur une conférence dédiée à l'éducation financière. En deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas cette direction, c'est une direction qui, au sein du ministère de l'économie et des finances, s'occupe des questions générales, des questions économiques générales. À rebours de toutes les apparences, en fait, l'éducation financière est un enjeu central pour nous. Corinne a parlé, a proposé de porter une approche client. Isabelle, de jeter un regard plus précis sur les plus démunis de nos concitoyens.
Pour ma part, j'essaierai de vous faire toucher du doigt au cours de cette conférence les enjeux pour la puissance publique en matière d'éducation financière. Parce qu'en fait, effectivement, dans un premier mouvement, on peut se demander quel est l'intérêt finalement pour une direction à Bercy d'avoir une population bien formée financièrement, enfin d'abord économiquement et plus précisément financièrement. Alors évidemment, je ne reviendrai pas sur le constat qui a été brossé par Marguerite, par Isabelle, par Corinne. En effet, comme tu l'as dit, Marguerite, en termes on n'a pas d'instrument de mesure pour évaluer précisément le déficit de culture économique. On a quelques instruments en matière d'éducation financière, mais de manière générale, je peux vous assurer que ce déficit d'éducation économique et financière, en fait, on le touche tous les jours du doigt à Bercy, et ça nous pose problème. Pourquoi ? Parce que, en fait, en France, dans un pays où l'État, historiquement, a eu un rôle important et continue à avoir un rôle important à jouer, avec ce qui se traduit très prosaïquement ou très concrètement par une intervention économique à la fois sur les instruments de dette, sur les instruments en fonds propres. En fait, pour un ministère de l'économie, pour le ministère de l'économie d'un État aussi interventionniste que la France, en fait, c'est central d'avoir des agents qui soient capables de comprendre les signaux économiques. Quand vous considérez les 6 000 milliards d'épargne en France, que vous constatez que vous avez un tiers d'épargne réglementée, donc livret A, LDDS et tous ces avatars, que vous avez une part aussi importante dans les encours, de dépôts bancaires, dans une période où on sort d'une inflation financière, d'un ressaut inflationniste, c'est-à-dire que ce qui veut dire concrètement que celui ou celle d'entre nous, en fait, qui laisse son encours sur son dépôt sans faire travailler son argent, en fait, désépargne. Il a l'impression d'épargner. Non, en réalité, il désépargne. Un autre exemple, un autre problème très concret que je peux donner tient à l'appropriation des produits. Vous avez peut-être entendu parler de la loi Pacte, qui est une loi en 2019 qui vise à promouvoir un produit qui est le produit épargne-retraite, le fameux PER. L'une des raisons, alors, le bilan qu'on dresse 5 ans après, c'est celui d'un succès indéniable, mais qui reste en deçà de nos espérances. Et quand on essaye de comprendre pourquoi, sachant que c'est un produit qui a du sens dans un pays où, alors je ne veux effrayer personne, mais enfin où de vraies questions se posent sur l'avenir de nos retraites, en fait, on reste encore une fois en deçà des attentes. Ça, ce qu'on constate, c'est qu'il y a très clairement un manque de compréhension et d'appropriation du dispositif. Voilà, j'arrête là, j'aurai l'occasion. Oui, on peut se demander sur les PER si c'est un manque de connaissance, si une aversion au risque aussi, bien que l'attrait fiscal soit quand même assez considérable. Alors, les deux sont... effectivement, on peut approcher le problème sous les deux angles. Les deux dimensions sont sans doute mêlées. Après, on a parlé... je suis assez convaincu à titre personnel, en fait, du manque de compréhension, d'appropriation des produits qui tient en fait au problème, au manque de compréhension du couple rendement-risque et plus particulièrement de notre capacité en fait à déployer une stratégie de long terme en fonction de nos intérêts. Je prends juste un exemple, l'assurance vie. Tout le monde, vous interrogez n'importe lequel de nos concitoyens, il vous dira que l'assurance vie, c'est génial. Vous lui demandez pourquoi c'est génial, il vous dit parce que c'est liquide. Mais vous lui demandez, mais l'assurance vie, ça a une maturité moyenne de 12 ans et demi. Donc vous n'avez pas besoin d'autant de liquidité.
Je pense que tout est là. Après, il y a le problème des fluctuations de fiscalité, qui est une question très actuelle actuellement sur tous ces produits, qui peuvent aussi perturber un peu les Français. Vous vouliez rajouter une petite chose? Écoutez, il parle d'assurance vie, donc il me semble qu'AXA peut peut-être compléter ce que dit Clément à juste titre, et puis je vais aller dans ton sens, évidemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un paradoxe en France. On a le plus grand paradoxe de l'Europe. On a le plus fort taux d'épargne en France. Il avoisine quasiment les 19% en ce moment. C'est presque aussi fort que juste après le Covid, et on peut comprendre que pour le Covid, on avait des raisons d'épargner. Bon, aujourd'hui aussi, quand on regarde l'environnement, on a une épargne anxiolytique qui explose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, si c'est un peuple qui épargne, c'est évidemment un peuple qui s'y connaît en matière d'investissement. Et en fait, là où je te rejoins, c'est que quand on regarde la façon dont ces 6 000 milliards d'épargne financière sont investis, ils sont fléchés vers des produits souvent de court terme, et donc notamment sur des livrets, sur les comptes à vue. Il faut que vous ayez en tête que les comptes à vue en France, c'est là où il y a le plus d'épargne. Et puis, il y a 2 000 milliards de ces 6 000 milliards qui sont en assurance vie, avec effectivement ce raccourci qui est de dire l'assurance vie, c'est liquide. L'assurance vie, c'est un peu plus que ça. C'est un couteau suisse, c'est le triptyque, c'est le rendement garanti, c'est la liquidité, et puis c'est la protection d'un assureur avec l'intérêt de la succession derrière. Mais donc, ce point-là, il est essentiel. C'est vrai que c'est 12 ans en moyenne d'investissement. En fait, quand vous regardez, même chez nous, chez AXA, c'est plutôt 18 ans en moyenne qu'on investit sur son contrat d'assurance vie. Donc, se dire qu'on investit sur quelque chose à court terme, c'est évidemment complètement contre-intuitif. Et d'ailleurs, l'assurance vie n'investit pas sur ça. Je termine en une phrase, Hervé. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est de comprendre qu'aujourd'hui, les gens, ils épargnent par peur. Ils n'épargnent pas parce qu'ils investissent, et souvent parce qu'il leur manque les clés d'investissement et les clés de lecture, et je te rejoins. Il y a beaucoup de questions, vraiment, on vous remercie, on va regrouper les questions à la fin. Il y a beaucoup de demandes de conseils aussi, on verra si vous nous en donnez. On a prévu un stand, si vous voulez, à la sortie avec Marguerite, à titre perso. Alors, le deuxième point, c'est au fond, qu'est-ce qui a changé? On sait que cette culture économique et financière, elle est quand même assez lacunaire. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau? On a identifié quelques points de changement quand même qui sont assez forts, entre autres les réseaux sociaux. Et donc, je vais vous laisser la parole. Si vous voulez reprendre le micro tout de suite pour cette question, vous voulez intervenir dans l'ordre qui vous convient? Marguerite, allez. Avant les réseaux, déjà, il y a une première chose qui a changé, et je pense qu'on en a la preuve aujourd'hui, c'est le diagnostic. C'est que c'est pas si nouveau que ça, c'est qu'on n'en parlait pas, en fait. Il n'y avait pas de diagnostic qui était posé. Je trouve que c'est pas non plus un hasard, et merci Corinne, et merci AXA, si je crois que c'est la première année où il y a une table ronde sur l'éducation financière en France. Le diagnostic, il aurait été assez mauvais il y a 20 ans, c'est juste qu'on le posait pas, et pour le coup, c'est l'OCDE qui nous a poussé à le poser, d'abord pour la lutte contre les inégalités, avant d'aller sur des sujets comme l'assurance vie, concrètement, tout part de là. Et ça, je crois que c'est la première chose qui a changé, c'est la prise de conscience quasi collective des choses. Et maintenant, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a un sujet sur lequel il faut travailler pour, encore une fois, combler les inégalités. Il y a une stratégie nationale d'éducation financière qui a été lancée en 2016 en France. Donc la Banque de France est l'opérateur, mais elle relie 26 partenaires. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais ce qui est important, c'est qu'un des partenaires vraiment essentiels de cette stratégie, outre le ministère de l'économie, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi? Parce qu'on va parler aux jeunes, et parler aux jeunes à l'école, c'est quand même un bon moment pour le faire. Et bien, il y a 10 ans, quand on a commencé à en parler aux enseignants, ils ont dit parler d'éducation financière à l'école. Oh mon Dieu, jamais, surtout pas. Qu'est-ce que vous allez mettre dans ces têtes innocentes? Et on a dû travailler autour de ces freins et expliquer pourquoi et comment c'était pour forger des citoyens et pas forcément des grands capitalistes sur ces sujets. Et ça, voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus ce frein à l'école. Encore une fois, j'insiste dessus. La première chose qui a changé, c'est le diagnostic. Et la deuxième, enfin, après, il y en a d'autres encore, évidemment, c'est ça. C'est la numérisation de tout, c'est les banques en ligne, mais je laisserai peut-être Corinne développer là-dessus, et sur le conseiller en fait qui a en partie changé, et c'est évidemment les réseaux sociaux où on s'informe par des influenceurs qui ne disent pas non plus toutes des choses fausses, ça, je tiens à dire, il y en a qu'on peut appeler à la responsabilité, mais qui quand même pour un certain nombre d'entre eux
raconte à peu près n'importe quoi, ou en tout cas donne pas l'ensemble des éléments pour que après les jeunes puis les moins jeunes puissent choisir en connaissance de cause. Et ça, c'est important. L'éducation financière, c'est pas être orienté vers tel ou tel produit. L'éducation financière, c'est pas des conseils, justement. L'éducation financière, c'est comprendre et savoir l'étendue des possibles, l'étendue des risques, l'étendue des rendements associés pour faire les bons choix. Et c'est en ça que c'est une question d'autonomie et d'émancipation. Et ça, j'insiste vraiment dessus. Donc moi, personnellement, je ne donnerai pas de conseils. Ou après, effectivement. Mais voilà, je pense que c'est vraiment, encore une fois, important de rappeler le cadre dans lequel on se pose. Et évidemment, et ça, on va sans doute en reparler aussi, avec les bons ou mauvais conseils donnés en ligne, on a aussi assisté, et ça a vraiment changé en volume, à la montée des arnaques. Et ça, la montée des arnaques... Alors, les arnaques, c'est vieux, les escrocs, les pirates, ils ont toujours existé. Les mécanismes ne sont pas si différents, mais ce qui, encore une fois, a changé, c'est les volumes. Là, il n'y a pas un jour sur lequel on voit apparaître une nouvelle arnaque qui, parfois, nous fait même sourire parce que l'histoire est presque rigolote tant que ça ne nous arrive pas à nous-mêmes. Et puis, évidemment, au-delà des histoires que ça crée, on voit que le montant des arnaques augmente vraiment clairement, que ce soit les arnaques vers les particuliers, que les arnaques vers les entreprises, et avec également, après tout, le service public qu'il faut mettre autour de ça, et donc encore un coût économique pour la France comme pour les autres pays vraiment important. Pour rebondir là-dessus, le Trésor, vous luttez contre ces arnaques? Une cellule qui est consacrée à ça? Alors oui, le Trésor et plus généralement le ministère de l'économie, effectivement, lutte contre ces arnaques, puisque c'est un enjeu économique évidemment central. Si je peux me permettre juste de rebondir sur le propos de Marguerite. Il y a deux points sur lesquels j'aimerais insister en particulier. Effectivement, l'éducation financière, ce n'est pas une série de trucs, ce n'est pas une série de bons coups, ce n'est pas une série de bons plans. En fait, l'éducation financière, c'est vraiment un volet à part entière de l'éducation. C'est vraiment une composante de l'éducation. Ça vise, une éducation financière réussie, c'est celle qui forme des acteurs ou des agents économiques éclairés qui soient capables non seulement de formuler, de définir au début une stratégie économique, ou plutôt une stratégie d'investissement au long cours, mais qui soient aussi capables de l'ajuster en fonction des évolutions économiques. Donc l'éducation financière, c'est pas juste est-ce que l'assurance vie, est-ce que c'est mieux que le PER, est-ce que c'est mieux que le livret A, non, une éducation financière réussie, c'est une éducation financière qui permette à l'agent de prendre en compte les évolutions sur des décennies, puisque grâce à Dieu, on est quand même appelé à vivre ça sur plusieurs décennies, les évolutions des taux, les évolutions géopolitiques, les évolutions réglementaires, l'innovation. Ce qui me permet de faire le point avec le deuxième point, le deuxième point pointé par Marguerite, c'est la révolution numérique. Tu as justement parlé des réseaux sociaux et des enjeux induits, notamment en termes de fiabilisation de l'information et du conseil. Il y a aussi une autre dimension qui me paraît majeure et qui n'existait pas avant, c'est l'émergence, l'apparition des actifs numériques, les fameux cryptos, je pense, pourront faire l'objet d'une thèse, de thèse économique, quasiment anthropologique. Il se trouve qu'avant de diriger les équipes en charge de l'assurance vie et du PER, j'ai négocié pour le compte de la France, à Bruxelles, un règlement, donc un texte qui réglemente les cryptoactifs, qui s'appelle MiCA. Et en fait, c'était extrêmement intéressant parce que même au sein de trésors, de mes homologues dans les autres États membres, il y avait des différences de sensibilité énormes. Et on voyait très bien que certains États membres, sans même saisir le bénéfice immédiat, le bénéfice tangible, sans même être capable de définir les cas d'usage des cryptos, en quoi un stablecoin c'était intéressant, en quoi, moi, à titre personnel, je pense que stablecoin n'a aucun intérêt en zone euro, mais j'étais prêt à entendre la contradiction. Et quand j'interrogeais mes pairs,
Alors je pense, je ne ferai pas je ne dénoncerai personne pour parler en bon français, mais quand je parlais de, par exemple, les Baltes étaient ultra sensibles au numérique. Mais en fait, c'était quasiment c'était une sensibilité New Age. Pourquoi l'innovation c'est bien? Parce que c'est innovant. Ok, en quoi c'est innovant? Parce que c'est de l'innovation. Donc c'est sûr que c'était un peu court. Mais ça, on en rit, mais on le retrouve au niveau des comportements. Enfin, là, encore une fois, dans mes équipes, j'ai des gens qui investissent dans les cryptos. Donc ça m'intéresse de savoir pourquoi. Quand je leur pose des questions, leur principal point, c'est d'avoir le sentiment de louper le coche. Mais le coche de quoi? Parce que je veux dire, ça n'a aucun sens. Sur les cryptos, je vais faire un peu de pub pour la conférence qui aura lieu demain matin à 9h. Vous avez demain une excellente conférence par Céline Antonin et d'autres intervenants sur les cryptoactifs. Elle a écrit ce très bon livre. Elle fera de la pub demain pour son livre aussi. Mais donc je vous conseille, ça vous éclairera tout à fait. Et je trouve qu'elle a une énorme qualité pédagogique pour parler des cryptos qui ne sont pas un sujet facile. Il y a quand même une donnée essentielle quand même sur l'information, c'est la disparition des agences bancaires. Je veux vous poser la question, quels sont ceux parmi vous qui sont allés dans une agence bancaire depuis 6 mois? Vous êtes allés? D'accord. En dehors d'une demande de crédit, oui, pour demander de l'information. Ouais, voilà. Alors, je ne vais pas demander qu'on est satisfait parce qu'on pourrait faire une enquête beaucoup plus importante. Et alors qui est allé sur des sites, tous vos sites bancaires, financiers, et toutes sortes de sites, les applications multiples diverses. Voilà, là on voit un changement qui est évident, l'un n'empêchant pas l'autre d'ailleurs. Mais bien sûr, allez-y. Je souhaite rebondir parce qu'effectivement, c'est une vraie problématique pour le public le plus vulnérable, qui recherche de la proximité, qui a besoin d'échanges, qui semble à l'aise comme ça sur son téléphone, mais qui en fait est en difficulté avec le numérique. Et en fait, souvent, on se retrouve face à ce public. Et on parlait tout à l'heure de ne pas faire la promotion de produits. Moi, j'avoue qu'on en fait un peu. On parle du livret d'épargne, pardon, j'ai oublié le terme, livret populaire, livret d'épargne populaire. En fait, c'est un livret qui rapporte 2,7% d'intérêt, qui est plafonné à hauteur de 10 000 €. Mais nous, c'est notre public. Et en fait, on n'en parle jamais. Et les banques n'en parlent pas non plus. Donc, il n'y a pas vraiment de promotion autour de ce produit qui pourrait correspondre parce que, justement, il n'est pas taxé, parce qu'il y a plein d'avantages. Donc, nous, j'avoue qu'on en parle. On essaye d'en parler à notre public. On essaye de sensibiliser les acteurs des CCAS pour parler de ce type de produit. Et on a aussi, en collaboration avec la préfecture et la Banque de France, élaboré un document qu'on remet aux personnes qui viennent se domicilier chez nous, puisqu'on domicile les gens qui arrivent sur le territoire, notamment, ou qui arrivent dans la région et qui n'ont pas de domicile fixe. Et on a édité un document sur le droit au compte pour que ces gens puissent aller dans les banques et dire « nous, on a accès et on a le droit au compte ». Parce que vous savez, ces gens-là, sinon ils vont où? Eh bien, ils vont regarder les réseaux sociaux et ils vont utiliser Nickel, par exemple. Et Nickel, c'est loin d'être intéressant. C'est une situation, c'est un produit très cher, finalement, par rapport à ce qu'ils en font. Et puis surtout, mais parce que c'est facile, en fait, et parce que du coup, il y a cette communication. Donc l'histoire, c'est aussi accompagner pour éviter les dettes, accompagner les gens. C'est ça aussi l'éducation au quotidien, et c'est aussi notre devoir, même nous, de citoyens, de communiquer sur ce type de produits et d'actions. Voilà. Oui, sur les réseaux, j'imagine qu'AXA est aussi victime de toutes sortes de tentatives suspectes. Alors c'est 500 millions, le chiffre communiqué par l'AMF des arnaques. Ça fait 26 000 € par Français à peu près. Et l'épargne moyenne des Français, c'est 14 000 €. Donc ça vous laisse une idée quand même du dégât que peuvent faire ces arnaques et qui ont finalement comme cause racine, là aussi, l'inéducation et le fait qu'on n'a pas accès à tous ces mécanismes et qu'on croit surtout à la possibilité de gagner très vite sans faire d'efforts, sans investir. Et donc cet appât du gain qui reste là aussi d'ailleurs un des premiers vecteurs d'investissement dans les cryptos, comme tu le rappelais Clément. Moi je voulais revenir juste Hervé sur ce qui a changé et revenir évidemment sur ce qu'a dit Marguerite, sur ce constat qu'on partage tous, avec une forme d'urgence, je trouve, qu'on avait un peu moins avant. Alors évidemment, parce qu'il y a des enjeux de financement de l'économie, notamment avec ces 6 000 milliards d'épargne. Il y a aussi cet enjeu de fragmentation sociale où on a des gens qui sont de plus en plus exclus.
Et donc là, on voit bien qu'ils vont être en marge de la société. Et ce qui a changé aussi, c'est que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est complètement financiarisé. Et donc c'est assez impossible, même contre-intuitif, de se dire on ne va pas parler de finance dans un monde finalement qui est régi par ces mécanismes, où finalement les débats à l'Assemblée parlent que de ça, où avec votre banquier vous êtes en train d'interagir sur le sujet, où on vous parle de retraite et de choix individuels, tout est financiarisé. Et donc évidemment la place à l'école, elle est devenue essentielle, on en parlera après, mais ça a vraiment changé et ça s'est accéléré. Le deuxième point, et vous l'avez mentionné, je ne dirais pas la fin des agences bancaires, je dirais la disparition petit à petit du conseil pour laisser place à de la digitalisation. Et la digitalisation, on ne peut pas se dire dans le même sens, les Français ne sont pas éduqués et ils vont tout faire tout seuls sur Internet. Il y a quelque chose de très contre-intuitif à ce sujet. Quand vous regardez en Angleterre, il y a une loi européenne qui est passée, qui a bouleversé la façon de rémunérer les distributions d'épargne. Ces personnes faisaient du conseil. On a dit à l'époque, non, elles ne se rémunèrent pas très bien, donc on a supprimé ça. Il y a 50% des conseillers qui ont disparu en Angleterre. Du coup, aujourd'hui, il y a 90% des épargnants qui n'ont plus de conseil et qui placent en compte à terme. Donc le conseil, que ce soit la proximité ou les plateformes demain, et nous, par exemple, chez AXA, on considère qu'au contraire, on doit garder de la présence dans les territoires et on embauche et on crée des nouvelles agences de plus en plus parce qu'on croit que cette personne de référence, ce tiers de confiance, il est essentiel. Mais c'est le conseil, pour moi, Hervé, qui a disparu. Et il y a eu une forme de bashing du conseil en poussant d'une industrie low cost, en disant finalement, c'est pas cher, on ne veut pas payer de frais, on ne veut pas payer de frais, mais derrière plus de frais, il n'y a plus de conseil. Et ça, quand on a une économie qui n'est pas éduquée, il manque un pilier essentiel qui est le conseil. Et ça, il faut qu'on arrive à se battre sur ce sujet, et ça va avec ce que vous disiez, Isabelle. Et le dernier, pour finir sur les réseaux sociaux, là aussi, moi j'adore les fameuses enquêtes, donc j'ai encore regardé cette enquête de Brinks. Quand on demande aux Français à qui ils font confiance pour aller demander des conseils en matière d'éducation, de conseils financiers, même si évidemment je rejoins Marguerite sur l'éducation financière, ce n'est pas le conseil, mais quand vous n'avez pas le fondamental, vous allez chercher le conseil. Et dans 77% des cas, ils disent un entrepreneur qui a réussi. Dans 44% des cas, ils disent un influenceur, quelqu'un qui a aussi l'impression d'avoir réussi. Et dans 12% des cas, ils disent le banquier. Donc là aussi, on a quelque chose qui a changé, c'est la défiance vis-à-vis des systèmes bancaires, des systèmes financiers, du système étatique. On a une défiance vis-à-vis de l'institution et on va vers le people like me parce qu'on croit que lui, il a la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui a considérablement remodelé l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Ça, c'est une véritable rupture. Clément Robert, vous voulez intervenir sur ce point? Non, je voulais juste rebondir brièvement sur un point soulevé par Isabelle, qui pointait effectivement l'intérêt du LEP pour les plus démunis de nos concitoyens. Pour élargir un peu la question sous l'angle de l'équité. Parce que je pense qu'en fait, l'épargne est profondément associée à des enjeux, à des enjeux sociaux et d'équité. Si jamais on fait un bref sondage dans la salle et que je vous demande, est-ce que le livret A, c'est social ? Oui. Si jamais je vous dis, est-ce que l'assurance vie, c'est social? Oui, mais un peu moins. Si je vous dis le PER, est-ce que c'est social? Non, le PER, tout le monde ou plutôt beaucoup vont pointer le fait que c'est quelque chose pour les riches. En fait, je crois profondément que ça peut se discuter. Pourquoi? Parce que, en fait, du fait justement des avantages, des caractéristiques des produits, l'épargne, un livret A, ça vous garantit un petit taux. Une assurance vie, ça vous garantit, alors suivant le support d'épargne, mais soit un montant en euros garanti, soit une valeur d'actif. Mais en tout état de cause, la contrainte de liquidité ne vous empêche, ou plutôt empêche qui l'assureur, qui l'intermédiaire, qui le gestionnaire d'actifs, de déployer une stratégie au long cours. En tous les cas, par rapport au PER, limite l'investissement, l'horizon d'investissement. Or, plus votre investissement,
plus votre horizon d'investissement est long, plus vous allez pouvoir, enfin plus celui qui gère votre argent va pouvoir aller chercher, au moins au début, des actifs risqués plus rémunérateurs. Et donc du coup, en fait, du fait de cet imaginaire collectif en France, on se retrouve en fait dans une situation totalement paradoxale où, schématiquement, moins vous êtes fortuné, enfin je dis schématiquement parce qu'en réalité, vous avez plein d'assurance-vie dans le 16e arrondissement, même si le 16e arrondissement est peuplé de gens bien, mais plus, moins vous êtes fortuné, plus vous êtes sur des temps d'investissement courts, moins vous allez chercher des investissements, des actifs risqués. Donc, on le voit de manière paroxystique avec le private equity. Alors, je pense que, pour ceux qui ne connaissent pas le private equity, il s'agit en fait d'investir dans des actions d'entreprises non cotées. Ça, c'est un segment qui rapporte beaucoup. Bon, simplement, c'est un segment qui... c'est une classe d'actifs plutôt qui présente l'inconvénient d'être peu liquide parce que c'est difficile. C'est pour ça, pour que votre investisseur en fait liquide la valeur de l'action, il vous la restitue. Il faut un certain temps. Il faut être capable. Il faut avoir un temps d'investissement qui permette de profiter de temps de marché. Enfin, en tous les cas, il faut avoir un peu de marge de manœuvre. Bon. Et bien, le résultat de tout ça, c'est que le private equity, pendant très longtemps, très longtemps, ça change un peu, le retail, ça commence un peu à se développer dans le retail, mais pendant très longtemps, ça a été réservé aux grandes fortunes. Donc, ce qui est venu vérifier l'adage qu'on ne prête qu'aux riches. Bon, donc il y a quand même un vrai problème de perception des produits sous l'angle du critère social. Enfin, je le glisse à votre réflexion. Clément, c'est presque un conseil sur le private equity que vous nous donnez là. Vous vouliez rajouter un mot? Non, c'est juste pour regarder, on a regardé aujourd'hui, c'est pour regarder demain, et on ne peut pas ne pas citer le mot, parce qu'on parle des réseaux sociaux, on parle de la confiance, on parle auprès de qui les gens donnent leur conseil, on va dire quand même. On a aussi notre propre étude sur le sujet. Bon, moi, les banquiers ne sont pas si bas, mais ils ne sont pas très hauts non plus. Sinon, chez les jeunes, auprès de qui ils se tournent, de leurs proches, et ça c'est quand même intéressant, et c'est à noter aussi, et ça veut dire aussi quelque chose sur l'éducation financière. Les proches, du point de vue des jeunes, c'est les parents ou les professeurs. Donc là, il y a vraiment un sujet à pointer quand même. Et moi, dans la dernière étude où j'aurais demandé est-ce que vous faites confiance aux réseaux sociaux, ils m'ont répondu oui, donc à 16%, ça va. Mais qu'est-ce qui a dépassé les réseaux sociaux? C'est l'intelligence artificielle. Ça veut dire que maintenant, et là ça a changé, et voilà, je ne voulais pas rater le moment de dire IA, ils vont sur les agents conversationnels et ils posent la question à ChatGPT ou autre. Et c'est déjà au-dessus des réseaux sociaux et là je crois qu'on est en face d'un grand enjeu qu'il va falloir que nous on commence déjà à prendre en main, mais qui est vraiment encore une fois très très important. Merci, vous me faites une transition sur les enjeux qui est vraiment parfaite. C'est le troisième point qu'on allait traiter. Donc, concernant donc les enjeux de cette faiblesse en éducation financière et des mutations qu'on a commencé à mieux cerner, donc de plusieurs types d'enjeux. On a vu des enjeux individuels qui sont très forts. Et merci pour vos questions très très nombreuses. Il y a vraiment beaucoup de questions sur les conseils. Je ne sais pas à qui on va les renvoyer. Et puis sur les enjeux globalement de société. Qu'est-ce qui veut commencer par intervenir sur les enjeux? Clément, je pense que c'est une question qui préoccupe le Trésor. Oui, merci Hervé. Oui, bien sûr, c'est une question qui préoccupe le Trésor au premier chef. Vous avez pointé les enjeux individuels. Au-delà, pour nous, au Trésor, on considère qu'il y a des enjeux de souveraineté, enfin collective plutôt, et de souveraineté essentielle. Je m'appuierai sur le titre choisi par Corinne et l'EM pour cette conférence, à savoir l'éducation financière, socle de notre indépendance politique, économique et financière. Je pense que le thème, le titre est profondément juste. Pourquoi? Parce que, en fait, une éducation financière, ça sert d'abord notre indépendance politique. Pourquoi? Parce qu'une bonne éducation financière, une éducation financière idéale, ce serait une éducation financière où vous n'auriez quasiment pas de dépôt sur les comptes courants.
qui serait orientée vers une épargne, enfin, vers un horizon de long terme, et qui détiendrait notamment beaucoup de dettes domestiques, donc la dette de la France. Enfin, toute l'histoire économique montre que plus un pays est dépendant de l'épargne extérieure pour financer sa dette, et Dieu sait si la France emprunte en ce moment sur les marchés financiers, c'est 300 milliards chaque année à peu près, moins il est libre. Il n'y a aucun contre-exemple. Il n'y a aucun contre-exemple. C'est à telle enseigne d'ailleurs que le président américain a même subordonné le désendettement de l'Argentine à la réélection de son champion. Donc, Ensuite, on a parlé d'indépendance politique, d'indépendance économique aussi. Pourquoi? Parce qu'une éducation financière réussie, donc qui se déploie de manière cohérente sur le court, sur le moyen et sur le long terme, c'est une éducation en fait qui vient couvrir tous les besoins de l'économie. Les besoins à court terme, la dette à court terme, enfin notamment la dette, mais aussi les besoins de long terme, notamment les besoins en capital. C'est une épargne patiente. C'est une épargne qui finance l'innovation. Si jamais d'aucuns d'entre vous s'intéresse au monde des fonds et du private equity, bon, et à la tech, vous avez besoin de beaucoup de fonds propres pour faire émerger un véritable écosystème tech. Vous avez besoin d'une épargne patiente qui n'exige pas des rendements à 2, 3, 4, 5 ans et qui accepte le risque. Et puis ensuite, indépendance financière. Pourquoi? Parce que là, il y a une dimension dont on n'a pas parlé dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler, qui est très importante. C'est la stabilité. C'est par exemple la stabilité financière. Une éducation financière, ou plutôt un pays mûr en termes d'éducation financière, c'est un pays qui ne suit pas aveuglément les réseaux sociaux ou ChatGPT, et donc où le mimétisme, le risque mimétique produit par un mouvement de foule d'épargnants ou de souscripteurs qui se rueraient vers les mêmes actifs existe peu ou pas. Voilà. Les enjeux pour la population fragile. Les enjeux pour nous, c'est vrai, c'est vraiment c'est vital, c'est accompagner les plus vulnérables, c'est leur permettre d'avoir accès à l'information, c'est lutter contre le non-recours. Donc pour nous, tout ce qui est autour de l'éducation financière, ça doit être une priorité. Ça doit être réfléchi et ça doit être impulsé par nos élus. Moi, je pense vraiment qu'il y a un enjeu de plaidoyer. Voilà, et de collaboration. Encore une fois, on est quand même très fiers à l'Union départementale des CCAS du Rhône et de la métropole de Lyon d'être membre du Conseil départemental de l'inclusion financière, parce qu'il se joue là des échanges d'informations, des collaborations qui se créent avec des banques, de réflexion, d'échanges, de pratiques. Et vraiment, je pense que les enjeux, voilà, ils sont vitaux pour nous. Je veux dire un mot sur l'éducation nationale. On a évoqué le fait qu'il n'y ait pas d'éducation financière. C'est une vraie question ancienne d'ailleurs, qui est réapparue régulièrement dans les refontes de programmes, à l'instar de la question du droit d'ailleurs. Puisqu'il y a eu des projets d'ailleurs pour donner à tous les élèves de 3e un enseignement juridique, et même un enseignement juridique et économique. Et dans cet enseignement juridique et économique, on aurait pu, en effet, mettre une partie d'éducation financière. Pour l'instant, ça n'a pas vu le jour. Je ne désespère pas que ça viendra un de ces jours, quand on aura des ministres assez stables et porteurs de grandes et longues réformes. Vous voulez dire un mot sur les enjeux ? Que dire qui n'a pas déjà été dit? Peut-être reprendre pour moi les deux grands enjeux. Le premier, il est évidemment individuel, et ça vous l'avez dit, on en a parlé. Mais c'est donner les armes à chacun d'entre nous de faire les bons choix,
face à des décisions d'investissement, des décisions d'endettement. Je crois, Marguerite ne l'a pas dit, mais un des mécanismes les moins compris, c'est le mécanisme des intérêts composés. Quand on est financier, tout de suite, on pense à Berkshire Hathaway et au fait qu'on a capitalisé dans son private equity. Moi, quand j'entends intérêt composé, je pense à Crédit Revolving et à tous les gens qui sont surendettés parce qu'ils n'ont pas compris à quel point ils avaient souscrit un crédit et que les intérêts s'étaient cumulés et qu'à la fin, ils finissaient en commission de surendettement. Et je crois qu'on a de plus en plus. Nous-mêmes, chez AXA, on a une association qui s'appelle AXA Entraide, qui vient en aide à nos clients quand ils ont des soucis. Et le surendettement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Et on voit bien que c'est parce qu'il y a eu des mauvais choix. Donc l'enjeu, il est individuel, dans un premier temps pour ses choix personnels. Il est évidemment éminemment important au niveau de la démocratie. Et donc c'est un enjeu collectif. Parce que quand on comprend tous les mécanismes qui ont été exposés par Clément, on est capable de faire des choix, là aussi, en tant qu'électeur, pour savoir ce qui se passe et faire un choix éclairé. C'est important, je le répétais tout à l'heure, dans une société financiarisée, d'avoir les clés de compréhension de ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement, à l'international, de comprendre tous les mots qui sont utilisés tous les jours dans les journaux et qui nous amènent sensiblement vers ou pas le maintien d'une démocratie. N'oubliez pas une chose, c'est que tous les régimes qui ont été extrêmement durs, ils ont d'abord fait une seule chose, ils ont coupé l'accès à l'éducation. Et aujourd'hui, c'est essentiel qu'on se dise que nos citoyens en France doivent être éduqués, et de facto, qui plus est, sur l'éducation financière. Et le dernier enjeu pour moi, Hervé, si vous le voulez bien, c'est un enjeu européen. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer que derrière, le sous-jacent, c'est qu'une fois qu'on a compris tous ces mécanismes économiques, effectivement, il y a ce sujet de l'indépendance, ce sujet de l'orientation de l'épargne vers l'économie réelle, ce sujet de la souveraineté de notre dette. Et ça, aujourd'hui, c'est pareil. On peut en parler devant des estrades. Si concrètement, les Français ne comprennent pas, je ne suis pas sûre qu'on arrivera à faire ce virage. Et je ne suis pas sûre qu'à un moment donné, on ne se retrouvera pas face à des navires qui nous expliqueront pour qui il faut voter. Le réel, oui, c'est bien le problème. Marguerite Collignon, sur les enjeux. Je ne vais pas répéter les enjeux citoyens, individuels et européens que je partage. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir un tel consensus public, privé, tous tournés vers les mêmes objectifs. Je crois qu'en tant que tel, ça veut dire quelque chose aussi sur les enjeux qu'on a en commun. Juste un petit mot sur les publics. Ces enjeux, ils sont spécifiques quand même sur un certain nombre de publics. Le CDE nous a demandé d'ailleurs il y a 10 ans d'en prioriser. Donc je vais le redire ici et maintenant. Le premier, c'est les jeunes. Les jeunes, c'est pourquoi, évidemment, vous le savez bien, c'est le moment de l'éducation et c'est en marche vers l'autonomie. Il y a le mot émancipation dans le titre. J'avoue que je préfère celui d'autonomie parce qu'il est encore plus parlant à mes yeux. Donc c'est vraiment accompagner tous les jeunes vers l'autonomie. Le deuxième public prioritaire, c'est évidemment les publics fragiles. Et pourquoi ? Pareil, pour les accompagner vers plus d'autonomie, pour éviter la spirale du surendettement, bien sûr, mais pas que. Si leur apprendre un certain nombre de choses, justement, de gérer leur compte en banque ou autres difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Pourquoi ils ont été priorisés, je le redis quand même, au cas où les évidences ne sont pas les mêmes pour tout le monde, c'est que s'ils font des erreurs dans leur choix, s'ils ne sont pas assez bien accompagnés, c'est plus dramatique pour eux que pour des gens pour qui ça peut être grave, mais qui vont le dire, je vais le dire de manière un peu abrupte, s'en remettre. Donc accompagner les plus démunis. Et apparaît depuis quelque temps un nouveau sujet, enfin il n'est pas nouveau sur le fond, mais il est nouveau dans sa priorisation, ce sont les femmes. On va aller chercher l'autonomie financière, on va chercher à apprendre l'autonomie financière aux femmes parce que se font jour, je ne pense pas qu'elles soient nouvelles non plus, mais en tout cas on en parle plus, des sujets de violence économique. Et on va devoir accompagner aussi, éduquer, apprendre aux jeunes filles, puis aux jeunes femmes, puis aux femmes, leur autonomie également pour qu'elles puissent, encore une fois, je vais reprendre le mot de Corinne, être armées en face de leur situation. Deux minutes sur les enjeux, après on va passer aux actions. Oui, non, je pense que beaucoup de choses ont été dites sur les enjeux individuels éclairés. On est au cœur de l'action en ce moment, au cœur du débat.
Oui, vous avez le droit d'applaudir. Voilà. Avant de passer aux 35 questions qui ont été posées, on va aborder le 4e point de cette table ronde sur les actions, parce qu'il se fait quand même beaucoup de choses qui ne sont pas toujours connues, enfin qui le sont quand même assez largement. Mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques grandes lignes, non pas sur tout ce qui se fait, parce qu'il se fait beaucoup de choses, mais en particulier dans votre action. On a cité le site EducFi, que je recommande chaudement. Franchement, vous aurez des... Et vous voulez aussi dire quelque chose? Non, bon. Sur les actions, on va retrouver ce qu'on peut avoir en collaboration avec la Banque de France. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses. Enfin, franchement, je pense que les jeunes sont sensibilisés. Il y a bon, je vais vous laisser parler de ça pour ce qui est de la Banque de France, et à savoir quelles sont les nouvelles formes d'action qui pourraient être éventuellement mises en œuvre. Alors, sur les actions, donc, je vais revenir un peu en arrière. Il y a 10 ans, je vous l'ai dit, la stratégie nationale d'éducation économique, budgétaire et financière a été instaurée en France. Elle rassemble, je vous l'ai, 26 partenaires institutionnels, associatifs, fédérations professionnelles ou autres. Et elle mène des actions autour de 3 grands pans. Et d'ailleurs, je crois qu'une des questions le demande. Donc, le premier pan, c'est finances personnelles, je vous l'ai dit. Le deuxième, c'est pédagogie économique. Et le troisième, c'est gestion financière d'entreprise. Parce qu'on n'en a pas encore du tout parlé à ce stade, mais aussi l'éducation financière pour les entrepreneurs, qui est un volet extrêmement important. C'est-à-dire qu'un jeune entrepreneur, genre jeune, c'est pas forcément son âge, mais c'est l'âge de son entreprise, qui se lance, peut avoir une très bonne idée, mais peu de connaissances, et aller droit dans le mur, et conduire une entreprise qui aurait pu être viable à la défaillance. Et ça, c'est vraiment important de le signaler. La Banque de France, elle a pour mission dans cette stratégie nationale de coordonner l'ensemble des actions qui sont faites sur le territoire. Parce que s'il y a quelque chose que tous les partenaires ont partagé dès le départ, c'est qu'il fallait s'y mettre à plusieurs. C'est une dimension éminemment partenariale. Vous avez vu le nombre d'enjeux à couvrir, de publics à couvrir. Personne ne peut le faire seul. Donc, je vais évidemment pas vous lister toutes les actions parce que là, sinon, on n'aurait pas le temps des 35 questions et Hervé serait très déçu. Mais pour vous dire qu'il y a 3 sites internet qui rassemblent tout ce qu'on fait en fait. Le premier, c'est Mes questions d'argent. Ça s'appelle pas EducFi, ça s'appelle Mes questions d'argent. Et vous retrouverez les ressources, les ateliers de sensibilisation sur le territoire, les infographies, les jeux, les BD, tout ce qu'on peut faire, nous et nos partenaires en matière d'éducation financière. Le deuxième, il est pour les entrepreneurs, il s'appelle Mes questions d'entrepreneurs, il a la même vocation, rassembler sur un même site tout ce que les partenaires de la stratégie font à destination des entrepreneurs, formation, vidéo et aussi des jeux. Et le troisième, c'est les ABC de l'économie. En matière de pédagogie économique, c'est donner à tous les grandes clés, encore une fois, pour comprendre l'économie. Ces sites, ils ont en commun, et toutes nos actions ont en commun, qu'ils répondent aux critères de l'OCDE. Je parle beaucoup de l'OCDE, mais c'est parce que c'est eux qui nous donnent le cadre. Et je pense que c'est important aussi de le rappeler. Tous les contenus dessus, toutes les ressources, toutes les formations qu'on peut faire sont neutres, sont gratuites, sont fiables et sont accessibles. Parce qu'on a une mission de service public, d'apporter au plus près de tous, mais encore une fois aussi gratuitement et sans conseil, d'où la neutralité, l'ensemble des sujets d'éducation financière. Donc je vous renvoie sur les sites si vous voulez en savoir plus sur les actions, ils le racontent mieux que moi. Je fais juste un point particulier, un focus sur une de nos actions en partenariat étroit avec l'éducation nationale qui s'appelle le passeport EducFi. Le passeport EducFi, c'est en classe de 4e, c'est 2 heures en classe de 4e. Ça a commencé en 2020 dans quelques académies et les dernières, la moitié des classes de 4e à peu près l'a passé. Et c'est 2 heures d'éducation financière autour des grandes thématiques alors de finances personnelles. Donc c'est le budget, les moyens de paiement, l'épargne, le début en tout cas. On ne va pas aussi loin que ce qu'on a été aujourd'hui, mais pour donner à tous vraiment les fondamentaux pour apprendre à gérer un budget. C'est l'enseignant qui le fait passer, c'est sanctionné par un petit quiz et à la fin, l'élève a son passeport EducFi qui peut fièrement brandir devant la photo, rentrer chez lui, raconter ce qu'il a fait parce que je crois à la transmission parent-enfant, mais je crois aussi à la transmission enfant-parent. On raconte ce qu'il se passait à l'école. Voilà, donc je vous l'ai dit, la moitié d'une génération, évidemment, notre but, notre objectif, n'est-ce pas Hervé, avec l'éducation nationale, c'est de le rendre obligatoire. Donc tous les élèves de 4e la passent, et on l'a complété depuis cette année par un passeport au lycée pro qui
va plus loin. Alors pourquoi le lycée pro? Parce qu'ils ont des stages rémunérés plus tôt et qu'ils travaillent plus tôt. Donc on a trouvé ça important de, on va dire, commencer par eux. Et c'est le passeport de 4e, on va dire, musclé, qui va plus loin sur un certain nombre de thématiques et qui rajoute, alors que ce n'est pas dans le passeport de 4e, les impôts et les assurances, Corinne. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc allez voir sur les sites, vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Corinne Calandini, sur l'action d'un... Sur l'action. Oui, sur les actions d'un grand acteur privé. Écoutez, je vais juste paraphraser Marguerite, parce qu'évidemment, quand on fait plein de choses de façon séparée, c'est la meilleure façon de ne pas avoir d'impact. Donc tous ensemble, c'est la seule façon qu'on aura certainement d'adresser ce sujet éminemment important pour la France en général. Et puis après, on peut faire des choses en particulier en tant qu'acteur des services financiers. Nous, on a décidé 3 choses. 1, investir sur la pédagogie pour nos clients. Et pour ça, on forme nos réseaux de distribution. Et on continue à former nos réseaux de distribution, c'est-à-dire ceux qui sont en contact avec le client, pour justement éviter d'avoir une approche produit, mais plutôt parler d'une approche de projet, d'une approche holistique, pour ne pas arriver tout de suite avec quelque chose qui court-circuite évidemment tout le moment où on peut avoir de la pédagogie, et donc prendre ce temps-là. Le deuxième, c'est qu'on pousse notre organisme de régulation à nous aider à être de plus en plus clair, parce que depuis des années, on a une réglementation dans les services financiers qui d'ailleurs ne s'applique pas de la même façon sur les sites de crypto-monnaies, par exemple, ou pour certaines plateformes. Mais la réglementation, elle s'est durcie de façon énorme aujourd'hui quand vous êtes dans les services financiers avec ce qu'on appelle le devoir de conseil, la loi industrie verte, qui oblige aujourd'hui à fournir à peu près 150 pages quand vous devez souscrire quelque chose. Donc on a voulu tout transpariser, on a voulu tout éclairer. Moralité, sur 150 pages que vous signez en digital, la seule personne qui est protégée, c'est le banquier, parce que lui, il a tout écrit, et on n'a rien appris à nos clients. Donc il faut absolument qu'avec les pouvoirs publics et notre organisme de tutelle, on aille vers de la clarté, de la transparence et de la simplification au profit de la pédagogie. Et ça, c'est aussi pour ma part très important. Et le dernier point, on cible aussi les mêmes cibles que celles que tu as évoquées. On a la conviction aujourd'hui que les micro-entrepreneurs, c'est 90% du... Allez, TPE, PME, c'est 90% du réseau de créateurs d'entreprises en France. Une entreprise sur 2 fait faillite au bout de 5 ans. Ils sont dans une précarité absolue. Et donc aujourd'hui, en tant qu'assureur, on assure un entrepreneur sur 3 en France. On a une mission. La loi Pacte, elle a été formidable. Elle a donné aux entreprises la possibilité d'inscrire des missions dans leur statut. Et donc nous, on veut aligner aujourd'hui notre mission d'entreprise avec nos produits et notre démarche de vente. Et c'est comme ça qu'on redeviendra un tiers de confiance. Merci beaucoup. Clément, vous voulez compléter sur l'impact de tous ces dispositifs sur... Oui, alors en complément de tout ce que fait la Banque de France, ce que font la Banque de France et les acteurs privés, puisque côté Trésor, on croit en l'économie de marché, on est intimement convaincu en fait à la fois de la pertinence et du bénéfice de l'action des acteurs privés en matière d'éducation financière. Dans un pays où, dire qu'un pays a une éducation financière faible, comme c'est notre cas, c'est inversement reconnaître le rôle central de l'intermédiation et donc des acteurs privés. Côté Trésor, j'insisterai juste sur 2 axes. Le premier, en écho avec ce qu'a dit Corinne, c'est d'essayer de trouver un point d'équilibre, de faire un point d'équilibre pédagogique entre, pour essayer de faire comprendre à l'épargnant l'essentiel de la réglementation. Corinne l'a dit, effectivement, du fait de la multiplication des crises et aussi du fait du manque d'éducation financière qui nourrit en fait, qui a eu une sorte de surréaction aux crises et une demande parfois excessive de protection. On essaye de trouver le bon point d'équilibre en essayant de dégager les points saillants sur lesquels communiquer. Je prends un exemple très concret. Il y a un produit important qui va être lancé qui s'appelle le produit Eurocroissance, que je vous invite à suivre, qui devrait pouvoir être distribué, on l'espère, en 2026. Soyez attentifs à la communication par simple curiosité intellectuelle,
à la communication qui sera faite, on va essayer de communiquer sur le bénéfice concret que pourra représenter pour l'épargnant ce produit. Le deuxième point sur lequel j'insisterai, et ce sera le dernier, c'est sur la transparence et en particulier sur la transparence des coûts. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que sur ce segment, en fait, les acteurs privés tiennent parfois un langage différent entre eux, c'est-à-dire appellent une couche de frais A, ou plutôt qu'un acteur privé appelle X une couche de frais, qu'un autre acteur privé appelle Y. Et là, encore une fois, dans un pays où l'éducation financière est faible, on le paye cash. C'est-à-dire que ça instille le soupçon qu'on se fait balader par les intermédiaires financiers qui se gavent, etc. etc., etc. Nous, on pense, encore une fois, on croit à l'importance, au bénéfice de l'intermédiation financière. On pense qu'on a besoin à la fois d'un devoir de conseil, d'acteurs forts pour dialoguer avec pour accompagner les épargnants, mais aussi pouvoir dialoguer avec eux. Et donc, dans ce cadre-là, pour prendre un exemple concret, on a notamment créé l'Observatoire des produits d'épargne financière qui vise, dont tous les travaux sont en accès libre. Si vous tapez Observatoire des produits d'épargne financière, OPEF, vous tombez sur le rapport. La première édition vient d'être publiée. Et vous aurez à la fois un panorama de l'ensemble des produits d'épargne, mais aussi des comparaisons en termes de frais, suivant les classes d'actifs ou les stratégies d'investissement. Voilà. Donc, pédagogie et transparence. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à une phase de questions. Il y a beaucoup de questions. Ça va être assez intéressant. Je vous propose de réagir aux questions comme vous le voulez. Alors, redire le nom des sites, vous les trouverez sur... il y a Educfi, celui qui est... non ? Mes questions d'argent et mes questions d'entrepreneur. Très bien. Oui. Et donc, sur le site des GECO, on vous a indiqué un certain nombre de sites. Alors après, il y a des remarques générales qui ne sont pas des questions. Peut-être faudrait-il imposer un cursus d'éducation financière à nos députés. Je pense que personne ne veut répondre à cette question. Alors, une autre question. Selon vous, quel type d'actifs, actions, ETF, immobilier, crypto, sont les plus adaptés à un investisseur débutant et jeune aujourd'hui ? Voilà, le genre de questions auxquelles... À tout seigneur, tout honneur, Corinne. Corinne. Du conseil. On nous demande beaucoup de conseils, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de réponse univoque à cette question sans vouloir botter en touche. Je pense qu'une bonne stratégie d'investissement, c'est une stratégie qui considère plusieurs choses. Quel est votre horizon d'investissement ? Quand est-ce que vous en avez besoin ? Est-ce que vous avez besoin d'épargner ? Est-ce que vous êtes capable d'épargner sur 30 ans ? Si oui, c'est super. Si oui, c'est super, vous allez pouvoir encaisser plein de chocs actions. Placez-vous dans les années, au début des années 90. En partant du principe que vous épargnez 35 ans. Bon, historiquement, la classe d'actifs la plus lucrative sont les actions. Ça s'est toujours vérifié sur le long cours. Bon, en épargnant 35 ans à partir des années 90, vous encaissez sans difficulté le krach de 2001, le krach de 2008, les turbulences de la fin des années 2010. Donc déjà, la première question, c'est vous épargnez, mais vous épargnez pour quoi faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Au bout de combien de temps vous aurez besoin de sortir le cash ? Si jamais vous avez besoin, vous vous dites pour des raisons qui n'appartiennent qu'à vous, que vous aurez besoin de décaisser d'ici 3 ans, mais n'allez pas sur des marchés, n'allez pas sur du private equity. C'est absurde. C'est une classe d'actifs certes très lucrative, mais dont le bénéfice se fait jour au long cours et qui en plus est peu liquide. Donc c'est stupide. La dette, qui est encore une fois une classe d'actifs qui a toutes ses vertus et qui est nécessaire à notre économie, à nos entreprises, qui n'est pas moins noble que les fonds propres.
fera parfaitement affaire. Il y a aussi effectivement, donc, pardon, je vais vite, le rendement, enfin l'horizon, le rendement que vous visez, est-ce que vous êtes prêt, et le risque associé. Est-ce que vous êtes plutôt d'un naturel prudent? Est-ce que vous vous donnez pour objectif d'ici 35 ans de maximiser à tout prix votre capital au prix d'une formule prise de risque, ou au contraire, est-ce que vous vous dites, vous tapez, vous avez une cible médiane, ou vous dites que vous aurez fait fructifier votre capital, pas forcément dans les proportions maximales, mais vous l'aurez fait fructifier. Voilà. C'est la vieille question de l'aversion au risque. Pardon. Et deuxième chose, je pense que Corinne ne me démentira pas, si jamais vous êtes débutant, n'allez pas sur des produits trop complexes. Commencez par essayer de comprendre les produits et ne suivez jamais les conseils de quelqu'un si jamais vous n'avez pas le sentiment d'avoir totalement compris. Il est possible que vous n'ayez pas totalement compris, mais ayez au moins le sentiment d'avoir totalement compris. Moi, j'adore la Direction Générale du Trésor qui fait du conseil comme devrait faire un agent AXA. Donc, je peux vous dire, vous pouvez l'applaudir parce que c'est formidable ce qu'il vient de faire. Donc je compléterai tout ce que tu as dit, évidemment, est juste, et il n'y a pas de bonne réponse, et c'est pas une façon d'éviter votre question. En général, on classe, en fonction d'un questionnaire, on va classer à la fois votre expérience et votre appétit au risque. Et l'expérience, ça va dire est-ce que vous êtes novice ou est-ce que vous êtes quelqu'un d'averti. Et en fonction finalement de votre connaissance au marché financier, on va vous proposer des instruments qui sont adapté à votre compréhension. Et je crois que le plus important, c'est la compréhension. Et le deuxième, c'est on va classer votre appétit au risque, parce que vous pouvez être novice, mais être quelqu'un qui n'a pas peur et qui n'a pas froid aux yeux et qui a envie qui est capable de répondre, bah moi, je suis prêt à perdre 100% de mon capital. Bon, on essaiera de vous faire un petit massage derrière pour vous expliquer que peut-être c'est pas une bonne idée, mais vous avez le droit de le faire, hein, à partir du moment où vous êtes en complète compréhension de ce qui se passe. Et donc derrière, on va déterminer si vous êtes prudent, sécuritaire ou dynamique. Et c'est le croisement finalement de ces questionnaires, de toutes les questions qu'a posées Clément, qui vont nous permettre de poser un diagnostic et de vous dire bah, peut-être que c'est des actions, peut-être que c'est des ETF sur l'or, etc. Et en fait, on va vous accompagner dans la sélection d'une allocation d'actifs en fonction de vos projets, de votre appétit au risque et de votre durée d'investissement. Donc ça, c'est quelque chose de classique qu'on fait. Et surtout, il l'a dit 2 fois, mais c'est pour vous taquiner, il n'y a jamais d'absurdité dans ce qu'on fait. Il peut y avoir des mauvais choix, mais il n'y a pas d'absurdité. Il faut juste être conscient de ses choix. Nous, on doit être là pour vous accompagner dans ces choix-là aujourd'hui. Merci. Une autre question, c'est que penser des acteurs d'éducation financière en ligne, chaîne YouTube, qui n'ont a priori pas d'intérêt personnel direct? Exemple de Finari. Enfin, je ne connais pas Finari. Mais... Finari, moi je peux répondre. Au-delà de Finari, je pense que la question, enfin, il y a j'ai des listings et des listings d'influenceurs YouTube, Instagram, TikTok qui progressent quand même largement aussi, avec un certain nombre effectivement de gens qui donnent des conseils. Alors ce que j'en pense, en tant que directrice d'éducation financière, d'une part, on ne les ignore pas, parce qu'après tout, on sait que les jeunes vont aller les écouter, donc surtout regardons ce qu'ils font, c'est vraiment important. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est à les responsabiliser. C'est-à-dire qu'à quelque part, à grosse audience vienne grosse responsabilité. On va leur demander la transparence, s'ils ont des partenariats, par exemple, et surtout s'ils sont rémunérés, voire du placement de produits. Avec l'AMF, l'autorité des marchés financiers, on travaille à des réglementations pour justement vérifier cette transparence. Et au-delà même de la rémunération, on va leur demander encore une fois de la responsabilité quasiment sociétale, en fait, en leur demandant de bien se sourcer avant de donner des conseils, de toujours prévenir que ce qu'ils disent, ça peut être vrai à un moment donné et puis pas à un autre, de rappeler que le risque et le rendement, ben, encore une fois, ça va ensemble, et on trouve qu'on progresse vraiment avec eux. Et comme ça, le but étant, je parle surtout de la jeunesse, parce que c'est quand même eux qui s'informent le plus sur les réseaux sociaux et sur YouTube, pas que évidemment, mais surtout, le but étant de d'accompagner des voix qui vont leur parler mieux que l'institutionnel,
plus souvent que l'institutionnel, mais en les encadrant, en les accompagnant pour qu'ils progressent. Pour moi, les influenceurs, ils font partie au même titre que nous tous de l'écosystème, on va dire, éducation financière. Les interdire ne servira à rien, alors accompagnons-les. Je vais vous donner la parole tout de suite, Clément. Il y a une question. Quels influenceurs ou influenceuses financières conseilleriez-vous sur les réseaux sociaux? J'imagine qu'on n'aura pas de réponse à cette question. Vous vouliez rebondir sur la question précédente? Non, j'avais juste un remords sur la question des conseils à laquelle Corinne et moi avons répondu, qui fait aussi écho aux propos de Marguerite sur les réseaux sociaux. Si jamais j'avais un conseil à vous donner, qui est valable dans tous les cas, ça serait un conseil, en fait, ça serait avec deux dimensions. La première, c'est que, en fait, il n'y a pas d'éducation financière réussie sans un effort permanent d'éducation financière tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'une éducation financière en 2020, si jamais vous en restez avec les paradigmes de 2020, avec les données de 2020, avec les analyses de 2020, elle se périmera. Et elle vous fera faire des erreurs. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'éducation. C'est toi, je crois, Marguerite, qui a introduit ma division entre éducation financière et éducation économique. Je pense qu'il n'y a pas d'éducation financière sans éducation économique. On en a eu un exemple extraordinaire avec la réélection de Trump. Je pense que un investisseur qui n'aurait pas pris en compte l'arrivée, enfin, le programme républicain, enfin, ou plutôt les axes, j'allais dire les fixettes de Trump en matière économique, ce serait, en décembre dernier, ce serait complètement planté. Voilà. Donc éducation financière, mais aussi éducation financière tout au long de la vie, mais surtout, mais aussi éducation économique tout au long de la vie. Donc lisez et problématisez. En fait, je parle plus globalement, mais c'est compte tellement ce que tu viens de dire que je veux aussi, encore une fois, rebondir dessus, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. L'éducation financière ou économique, c'est comme tout, c'est le développement de l'esprit critique. Et je crois que c'est ce que tu viens de dire, et c'est ça qui compte. Donc en plus d'accompagner ceux qui apportent les conseils, on va accompagner ceux qui les écoutent en disant lisez, mais regardez aussi, écoutez, et en fait surtout croisez vos sources. Et ça, je crois que c'est ça qui compte, et que finalement, en fait, si c'est un levier d'émancipation, l'éducation financière, c'est comme toute éducation, c'est développer son esprit critique. C'est évidemment tout à fait en ligne avec les missions et les valeurs de l'école. Une petite remarque assez intéressante. J'observe que je m'y connais un peu, plus que mon entourage, mais au final, j'ai très peu de questions. Cela me surprend et me désole. Ce n'était pas une question, c'était un commentaire. Alors, quelqu'un me dit qu'on parle beaucoup de la limitation des découvertes bancaires. Évidemment, c'est une question qui a l'air de toucher. Il y a plusieurs questions là-dessus, en disant que l'État veut limiter les découvertes bancaires. C'est l'Europe. Alors que lui est complètement à découvert, dit-on. Alors, je me permets parce que c'est le paradoxe, mais je pense que mes collègues auront plus de choses à donner comme analyse. Mais clairement, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup. C'est-à-dire qu'on a des gens qu'on accompagne qui nous disent « ah là là » et qui commencent à avoir peur parce qu'ils vivent à découvert, effectivement. Et dans leur quotidien, par exemple, pour acheter de l'alimentation, ben voilà, y a ce crédit en cours constant. Voilà. Donc les choses vont changer. C'est l'Europe, c'est fin 2026, c'est pas encore acté. Les banques sont en réflexion, donneront les conditions. A priori, en dessous de 200 €, ça ne posera pas de problème. C'est à partir de 201 € de découvert. Donc tout ça, nous, on essaye aussi de s'informer pour pouvoir accompagner, anticiper les choses, voir. Mais effectivement, j'entends. C'est vrai, si on prend le raccourci, on nous parle de la dette nationale. Et c'est vrai que quand on vous dit, vous n'aurez plus le droit d'avoir de dette au quotidien, ça fait réagir. C'est un peu le sujet de la réglementation et de la surréglementation. Et en fait, on finit par faire des lois pour essayer de protéger les consommateurs. Et c'est normal.
Mais la meilleure façon de protéger les consommateurs, c'est de les éduquer en première instance. Et donc, la boucle est bouclée. Si on vous explique le crédit, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, on vous le plafonne. Le HCSF, d'ailleurs, avait même plafonné la possibilité de s'endetter. Et donc, du coup, on ne pouvait plus acheter de biens immobiliers quand, à un moment donné, vous avez atteint 35% de vos revenus. Donc, vous voyez bien, on crée des régulations pour contrer et pour protéger les gens de, finalement, une situation qu'on a créée depuis des années, où on n'a pas investi sur l'éducation financière et l'économique dès le début. Peut-être revenir sur les influenceurs, si vous le permettez, Hervé. Oui, c'est une vraie question. Il y a plusieurs questions. Non, mais c'est une question éminemment importante. Moi, j'ai des jeunes garçons, vous pensez bien qu'ils regardent plus TikTok qu'ils viennent voir leur maman pour parler d'argent. Donc, évidemment, j'apprends tous les jours avec eux aussi. Et je suis surprise, évidemment, de la qualité, parfois, de certains influenceurs. Il faut le reconnaître. Et je trouve ça formidable qu'on essaye de se dire ils font partie du paysage et essayons d'aller encadrer leurs conseils, de leur faire prendre conscience des responsabilités qu'ils ont. Et puis qu'on éduque tout le monde, parce qu'à un moment donné, dans la question, vous avez dit, a priori, il n'a rien à gagner. Mais donc ça, c'est la compréhension des modèles économiques. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui gagne sa vie comme Inostag et qui n'a pas de revenus. Il a des revenus par votre audience. Il a des revenus parce que vous cliquez. Il a des revenus parce qu'il va vous vendre des conseils. Finari, vous n'avez qu'à regarder tout en bas. Il y a marqué qu'il est inscrit à l'ORIAS. L'ORIAS, c'est l'organisme des courtiers. Ça veut dire qu'il prend des commissions. Ce sont des modèles économiques. Un modèle économique, ça n'est pas désintéressé par définition. Ici, autour de la table, il y en a 3 qui sont complètement désintéressés. C'est la DGT, c'est la Banque de France et vous, Isabelle. Tous les autres qui sont des acteurs économiques, je pense qu'ils ont quand même un objectif de faire un peu de profit. Et donc, ce n'est pas totalement désintéressé. Je remarque, quelqu'un dit, finalement, l'école fait mieux l'éducation sexuelle que l'éducation financière. Je n'en suis pas convaincu. Pourquoi aucune émission de formation financière à la TV aux heures de grande écoute ? C'est plus facile que l'éducation sexuelle aux heures de grande écoute. Alors ça, évidemment, on ne peut pas vous répondre, mais pourquoi pas ? Je pense que s'il y avait vraiment un sujet, ce serait quand même possible. Une question plus économique, une surépargne de la population peut entraîner un ralentissement de l'économie et peut être néfaste pour les acteurs locaux comme les PME. La surépargne, c'est une question qu'on évoque souvent. Oui, alors c'est une forme d'arlésienne économique. Enfin, c'est un sujet de débat éternel entre économistes. C'est très difficile de déterminer le bon niveau d'épargne d'un pays et donc par là même d'objectiver une situation de surépargne ou au contraire de sous-épargne. Côté trésor, on persiste, enfin on pense que a fortiori dans un moment très particulier comme celui-là, où il y a de très très forte innovation qui nécessite la mobilisation de beaucoup d'épargne, ça fait sens d'avoir un niveau élevé d'épargne. Même si effectivement, je vous le concède, du fait d'une moindre consommation, ça peut avoir pour effet de brider de quelques points de base de PIB la croissance. Peut-être dans ce sens-là, le sujet qui est très à la mode maintenant, c'est le côté productif ou non productif. Pour faire écho à des discussions qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, que je ne commenterai pas bien sûr par devoir de réserve, mais c'est un peu l'idée. Si vous avez un taux d'épargne qui serait investi dans l'économie réelle, qui finance les entrepreneurs dans leurs besoins d'innovation, de création d'emplois et de croissance, et qui viennent finalement se substituer à un autre mécanisme, eh bien, vous avez une épargne qui est productive et qui va soutenir la croissance, soutenir les emplois, soutenir la souveraineté. Et c'est la force d'ailleurs du Mittelstand allemand, qui oriente bien plus son épargne vers le tissu de PME et TPE. Et c'est la force des États-Unis qui, depuis des années, il y a plein de critiques sur les États-Unis, mais ils ont quand même quelques éléments un peu positifs où effectivement, dès le début, leur épargne retraite est gérée au travers des fonds de pension et ils sont directement investis dans les entreprises. Et donc ce sujet d'épargne, il est évidemment à corréler avec la consommation, mais il est encore plus à corréler, je pense, avec est-ce que notre épargne aujourd'hui est productive en Europe ? Est-ce qu'aujourd'hui on la réinvestit bien en Europe ? Vous ayez quand même en tête qu'aujourd'hui il y a plus de 300 milliards par an qui vont investir aux États-Unis et qui donc soutiennent
la croissance aux États-Unis au lieu de soutenir la croissance en Europe, la transition écologique en Europe et tous les enjeux qu'on peut avoir de souveraineté. Et donc c'est aussi ça qui est à corréler avec la notion d'épargne. Est-ce qu'elle est, oui ou non, productive? Il y a plusieurs questions qui sont posées sur le fait de comprendre les produits en eux-mêmes. L'État n'a-t-il pas failli à sa mission d'instruction publique en créant le PER, mais sans donner les clés de compréhension de ce produit au public? Ça, c'est une vraie question. Il y a plusieurs questions qui disent finalement, on ne comprend pas bien tous ces produits. Alors, tu veux y aller? Non, mais Non, mais commence. Okay. Donc, alors, juste pour mémoire, le PER, c'est un produit qui a été créé en 2019 par une loi qui s'appelle la loi Pacte, comme le nom, qui schématiquement fusionne différents produits existants pour essayer de les faire converger. Il ne m'appartient pas de... Enfin, c'est pas du tout une manière pour moi de botter en touche, mais il ne m'appartient pas de commenter la qualité de la communication qui a été faite à ce moment-là, parce que j'en serais tout simplement incapable. En revanche, je constate quand même que le PER constitue quand même un succès. Le PER, c'est 130 milliards de collectes d'encours nouveaux depuis 2019. Donc c'est un succès. Encore une fois, je ne me dédie pas par rapport à ce que j'ai dit au début de la conférence. J'aimerais que ça soit plus, mais c'est quand même un succès. En fait, c'est une très bonne question parce que le degré de complexité d'un produit qui constitue en fait une barrière objective à l'appropriation rapide par les souscripteurs est aussi à mettre en regard de ce que peut produire de ce que peut offrir le produit et du degré de liberté qu'on l'offre. Je m'explique. Quand vous offrez un PER, on vous propose deux supports. Vous avez soit le fonds, comme l'assurance vie, soit le fonds euro, donc, où vous mettez, qui vous garantit que la somme que vous libellez en euros vous sera restituée. Donc vous mettez 1 000 euros, vous aurez 1 000 euros à la fin. Ou alors des unités de compte, où là, la valeur des unités de compte, donc la valeur, vous achetez 10 actions Tartampion, la valeur qui vous sera restituée sera la valeur des 10 actions Tartampion au moment où vous déciderez de sortir. Je le formule en termes trivial, et c'est pas du tout péjoratif dans la bouche. J'ai bien conscience que dans un pays où l'éducation financière, encore une fois, est faible, et moi-même, je connaissais mal ces produits avant quelques années, ça peut constituer une barrière à l'entrée. Mais en même temps, cette relative complexité, je dis relative parce que j'ai sans doute foi, c'est aussi parce que j'ai foi en l'humanité, mais je pense que c'est à la portée de n'importe lequel d'entre nous, moyennant effectivement un effort d'apprentissage. Ça vous permet de faire beaucoup de choses. Ça vous permet de calibrer et d'exercer votre liberté. Ça vous permet d'abord de calibrer votre risque. Si jamais vous voulez dérisquer au maximum, vous prenez un maximum de fonds euros. Si jamais vous voulez aller prendre un peu plus de risques, vous prenez un peu plus d'unités de compte. Si vous voulez aller sur si vous visez des classes d'actifs plus lucratives, vous prenez un peu plus d'unités de compte parce que c'est là où vous allez trouver les actions cotées, les infras ou le private equity. Si jamais vous avez un tropisme défense, transition écologique, etc., vous pouvez choisir des unités de compte qui déploient des stratégies centrées sur la défense ou la transition écologique. Donc, en fait, je ne connais pas d'administration qui fasse ou qui design des produits ou qui soutienne des produits complexes par plaisir. Si jamais on avait la possibilité d'avoir une martingale avec un produit d'épargne simple qui finance tout, avec un risque minimum et un rendement maximum, on l'aurait fait. Ça, c'est pas possible. Mais le prix à payer de cette relative complexité, c'est aussi l'exercice de nos libertés et de nos préférences qui peuvent être différentes. Merci. Alors, il y a quelques questions étonnantes. Existe-t-il... Oui, enfin, je peux répondre.
Moi, je pense que la question, elle est juste du point de vue de la stratégie nationale. Et là, moi, j'ose le dire, du point de vue de la stratégie nationale, on n'a pas été bon ces dernières années sur la pédagogie plutôt que la communication autour de l'épargne et de l'investissement. Mais en fait, il y a une raison à cela. C'est que c'était pas du tout dans notre prioritaire. En fait, et je pense qu'il faut l'avoir en tête, l'éducation financière, elle est née en France autour des questions de budget. Comment on fait un budget autour des basiques, quasiment, autour d'un crédit, mais presque basique, j'ai envie de dire, et plutôt dirigé vers les personnes en situation de fragilité financière. Et ce n'est que dans le nouvel ordre des choses, ce n'est qu'avec le taux d'épargne actuel, ce n'est qu'avec les communications actuelles qu'on a mis dans la stratégie les sujets d'épargne et d'investissement, mais en fait, c'est le début, et on va travailler dessus, bien sûr. Existe-t-il une phobie financière comme on a une phobie administrative? Je ne sais pas s'il y a un psychiatre dans la salle qui peut répondre à cette question. C'est sûr. Enfin, je veux dire, tout à l'heure, Marguerite disait on parlait pas de ça à l'école. Culturellement, parler d'argent, c'est tabou en France. Et donc, évidemment et puis on s'est imaginé en plus que ce sujet-là était complexe. Donc en fait, on a mis des couches et des couches au fur et à mesure dans la société et dans finalement des constructions sociales qui nous ont amenés à dire finalement moi j'y connais rien. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais au début, il y a 73% des gens qui ne se pensent pas capables. Bon, et ces mêmes personnes, pour 10% d'entre elles, elles vont investir sur les cryptos. Donc le truc le plus complexe et le truc le plus loto. Donc on est dans quelque chose de complètement irrationnel. Donc pour moi, la phobie financière, elle existe. Non seulement elle existe, je pense que c'était un clin d'œil à la phobie administrative. Donc, mais c'est un peu la cigale et la fourmi, vous voyez. Si on vous a raconté ça à l'époque, il y a très très longtemps, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens qui ne se préoccupent pas de ce sujet, qui sont dans un déni, particulièrement certaines jeunes générations, qui considèrent aussi, moi j'en ai rencontré, des jeunes qui nous disent de toute façon j'aurai pas de retraite, ça sert à rien que j'investisse, etc. Donc il y a une forme comme ça de construction sociale qui s'est créée depuis des années et qui se complexifie, je trouve, avec un environnement extrêmement anxiogène que les jeunes générations vivent aujourd'hui entre le climat, les politiques, la guerre et peu de débouchés sur qu'est-ce que sera ma vie dans 15 ans. Une remarque, moins d'éducation financière égale plus d'arnaque. Tout le monde est d'accord là-dessus, je pense. Comment se former soi-même si on n'a pas été à l'école? Il y a beaucoup d'autres questions. Quelle serait la note sur 20 de notre ancien ministre Bruno Le Maire? Oui, voilà. Donc, alors, une dernière question que j'aurais posée, qui me paraît importante avant de vous laisser chacun une minute pour conclure. L'instabilité fiscale ne décourage-t-elle pas les gens de s'intéresser aux produits financiers? Ça vous inspire cette question? Non, à première vue, c'est pas... Si, mais bien sûr, l'instabilité fiscale, c'est un enjeu énorme. Et d'ailleurs, l'une des principales, encore une fois, sans considération politique aucune, l'un des principaux bénéfices des 7-8 dernières années, c'est d'avoir réussi à organiser une forme de stabilité fiscale. Le fait que tant de grandes institutions financières se soient installées à Paris ces 5 dernières années, ça n'est que... alors il y a eu un peu de communication avec Choose France, etc., mais c'est le fruit direct d'une forme de stabilité fiscale. C'est évident. J'ai encore beaucoup de questions sur les cryptos, donc je vous renvoie pour ces questions sur les cryptos à la conférence de 9h demain matin. Et je vous propose chacun de dire un mot de conclusion pendant une courte minute, parce que nous avons, je crois, atteint le temps de la fin de cette conférence. 1 minute pour conclure. Que vous dire, à part informez-vous. Surtout, non. La Banque de France, on croit fermement que l'éducation financière, c'est pas un privilège, que c'est un droit de chaque citoyen de pouvoir accéder à une bonne éducation financière. Et par bonne, je rappelle que j'entends neutre, gratuite, fiable et accessible. On travaille en ce sens et de manière, encore une fois, partenariale. J'insiste sur ce mot-clé qui est important aussi pour la procurer à tous. Mais ce n'est pas que le rôle des institutions, ce n'est pas que le rôle des entreprises, c'est aussi le rôle de chacun. Et si vous tous dans la salle, vous pensez connaître un peu mieux que les autres, pour reprendre la dernière question, faites-le savoir aux autres que vous savez un peu mieux, et puis apprenez-leur aussi
votre propre éducation financière. Merci beaucoup. Alors moi, voilà, le mot de la fin, ce serait vraiment que l'action sociale, le monde du social ne doit pas se faire au détriment de l'éducation à la finance, que ces sujets-là, on ne peut pas s'en faire l'économie, il faut vraiment pouvoir les aborder, pouvoir accompagner les ménages et pouvoir se former. Eh bien, c'est pas facile de conclure après toutes ces questions. Peut-être reprendre le thème des GECO, là, vieux démon et nouveau monde. J'ai un souhait, genre j'en ai deux, c'est que ce vieux démon de l'éducation financière qui était resté une faiblesse de la France devienne une force dans les années à venir grâce à un partenariat public-privé extrêmement fort et la prise de conscience de chacun individuellement de sa responsabilité en tant que citoyen pour le socle de la démocratie. Et j'insisterai sur ma part sur une idée forte, c'est qu'il n'y a pas de fatalité financière. Enfin, alors, il y a une phobie financière, je rejoins tout à fait Corinne, mais qui est liée principalement à un déficit d'éducation, etc. C'est vrai que la France est un vieux pays judéo-chrétien, ça n'en fait pas un pays rétif à la finance. La finance, elle a été inventée par les Florentins et les Siennois au XIVe siècle. C'est un pays catholique, donc je pense qu'il faut qu'on soit détendu là-dessus. Les Français excellent à la City et à New York. Les compétences mathématiques financières françaises sont reconnues. Il n'y a aucune fatalité. Il n'y a aucune fatalité. Donc, je ne peux que vous inviter à vous former et à investir. Et je ne doute pas que vous investirez correctement. Merci beaucoup à vous tous pour vos très bonnes questions. Merci à nos invités. Et donc, bonne journée de l'économie pour la suite.